Bonsoir Guillaume Gontard et merci d'être avec nous. Bonsoir. Donc toi tu es sénateur de l'Isère et tu es président du groupe qui s'est constitué il y a quelques semaines. Donc c'est le groupe écologiste Solidarité et Territoire. Solidarité. C'est Et ça. on va revenir dans quelques instants sur, voilà, sur l'importance d'avoir un groupe écolo et pas que au Sénat. Moi Mm. d'abord j'aimerais avoir ta première réaction sur ce qui s'est passé hier au moment où on a découvert que le préfet de police de Paris avait accordé une protection fonctionnelle aux policiers qui avaient passé à tabac à Michel Zecler, le producteur de musique. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu cette annonce? Est-ce que le préfet il doit partir? Est-ce que c'est une provocation? Qu'est-ce que ça dit du moment politique dans lequel on est? Bah, de toute façon, dans cette affaire, on va dire que tout est complètement fou et je dirais incohérent. Euh, Là, sur les agissements du préfet allemand, donc, nous, on avait déjà demandé de toute façon son départ depuis, je dirais, X temps, puisque les bavures se succèdent et qu'il me semble que de toute façon, il a plus sa place. Sur l'aide juridictionnelle, je pense que dans le fonctionnement tel qu'il est mis en place, il y a deux choses, puisqu'on a on a cette aide juridictionnelle, je dirais à la rigueur, elle serait appliquée pour tout le monde, pour l'ensemble des policiers de manière euh, totale, et puis en fonction des procès et des condamnations, qu'elles soient forcément retirées ou en tout cas que ça soit remboursé s'il y a condamnation. Je dirais ça ne me choquerait pas plus que ça, puisque ça pourrait être. Par contre, là, la manière dont c'est fait, dont en plus ces aides juridictionnelles sont acceptées ou refusées, hein, on regardait, il y a 60% des aides qui sont acceptées. Là, du coup, avec l'assentiment du préfet allemand, ça pose clairement un vrai problème, quoi. Et puis surtout, c'est que dans ce qui peut être couvert, on a les dommages et intérêts. Donc, ça veut dire que même en cas de condamnation, on a cette aide juridictionnelle qui fonctionne, ce qui est pour le coup totalement aberrant. Et puis, on aurait pu imaginer que dans le contexte actuel, avec les images qu'on a vues, avec on a quand même des policiers qui ont été en garde à vue. Enfin voilà, il y a eu des choses qui ont même été en détention provisoire. Donc c'est quand même des choses particulièrement graves. On aurait pu attendre d'un préfet justement de revenir un peu de sérénité, de calmer le jeu et donc du coup de ne pas accorder justement cette aide juridictionnelle dans ce cas-là, quoi. Donc c'est vrai que c'est même ce qui est assez inquiétant, quoi, parce qu'on a sur ce dossier-là et sur la question ces dérives sécuritaires du gouvernement et sur toute cette chaîne de commandement qu'on voit qui dysfonctionne totalement, hein, du ministre de l'Intérieur jusqu'au préfet. On voit qu'on est dans un enchaînement et on se demande jusqu'où ça va aller, en fait, quand est-ce que ça va s'arrêter. Et c'est vrai que ça fait c'est particulièrement inquiétant. On a un ministre de l'Intérieur qui, je pense, qui a oublié ce que c'était qu'un réel ministre de l'Intérieur. Alors, pour le coup, ce n'est pas le seul, parce que ça fait plusieurs qui oublient ça. C'est que le ministre de l'Intérieur, bien sûr, il doit s'adresser, il est le ministre de la police, il doit s'adresser aux policiers, mais c'est aussi le ministre des citoyens et il doit donc s'adresser aussi aux citoyens. Et ça, c'est vrai que ça fait très longtemps, en fait, que Gérard Darmanin se prend pour le premier flic de France, mais a oublié qu'il avait à sa charge aussi ce lien entre police et citoyens et ce bon fonctionnement. Et ça a complètement été masqué. Quand je dis que c'est une dérive, c'est qu'on l'a déjà vu avec les précédents ministres de l'Intérieur, hein. Et cette situation dans laquelle on est, elle est le fruit en fait de cette escalade où des ministres ont oublié vraiment leur réelle fonction. Justement, parce que beaucoup demandent la démission du préfet allemand, mais c'est quelque chose de plus profond qu'ils font aujourd'hui. Il faut revoir le fonctionnement de la police, il faut revoir le maintien de l'ordre, c'est tout ça qu'il faut revoir. C'est pas simplement la démission d'une ou deux personnes, en fait. Bah, bien sûr. Enfin, la démission du préfet allemand, elle est. Enfin, on pourrait se poser des questions sur le fait qu'elle n'ait pas déjà eu lieu, vu le nombre de problèmes, de bavures qu'il y a pu avoir. Bon, ça, c'est une chose. Mais on a un mal qui est bien plus profond. Et je pense qu'il faut avoir le courage, et c'est parce que normalement devrait faire un ministre de l'Intérieur, d'avoir le courage de dire oui, il y a des dysfonctionnements, oui, il y a des problèmes, oui, il y a des cas de violence policière, on les a vus, elles existent, et c'est justement comment on met des choses en place pour traiter cette problématique. Et c'est vrai qu'on nous renvoie toujours à mais oui, mais vous n'aimez pas la police, bien au contraire, je veux dire, c'est le cœur du pacte républicain, de nos valeurs républicaines, d'avoir une police qui protège les citoyens
Mais du coup, il faut pas inverser les choses. Et si on veut redonner cette confiance entre les citoyens et la police, il faut qu'on soit encore plus exigeant, justement, avec la police et qu'on doit laisser passer aucune bavure, aucun écart. Euh, Bien sûr, ça veut aussi dire, parce que ça, c'est aussi une réalité, c'est un laisser-aller depuis très, très longtemps sur un manque de moyens qui est avéré. Enfin, quand on peut aller dans un commissariat, ça peut faire peur, quoi, hein, sur les moyens qui sont mis à disposition, je dirais le cadre de travail, en tout cas, dans lequel ils peuvent être. Donc là, il y a des vraies problématiques. Il y a sur la question de la formation. On voit bien que le temps de formation, les moyens qui sont mis à la formation de ces policiers posent de réels problèmes. Et je pense que là, il y a vraiment des choses à faire. Donc, il y a des propositions. Il suffit en fait de prendre les choses un peu à bras le corps et puis de se dire, voilà, la question, elle n'est pas… Parce que souvent, on l'a vu, hein, on a eu le projet de loi de finances, on a discuté forcément sur les missions sécurité. On a eu ce débat-là. C'est sûr que la droite nous renvoie toujours, dès qu'on dit quelque chose, en fait, c'est ceux qui sont pour la police et ceux qui sont contre. C'est justement, il faut sortir justement de ça. Tout le monde a besoin d'une police, tout le monde a intérêt à avoir une police, mais tout le monde a intérêt à avoir confiance en sa police. Et c'est comme ça que justement, ce pacte républicain peut vivre. Alors, je l'ai rappelé au début, c'est dans ce contexte tout particulier, il y a quelques semaines, quelques mois, qu'un nouveau groupe s'est constitué au Sénat, dont tu es le président. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la mise en place de ce groupe, comment il évolue aujourd'hui et pourquoi c'était important d'avoir un groupe qui porte l'appellation, il n'y a pas que des élus écologistes dedans, il faut le rappeler, mais pourquoi c'était important d'avoir un groupe à très forte sensibilité écolo au Sénat? D'abord parce que je pense qu'il y avait une anomalie démocratique. Parce que c'est vrai que l'écologie, on l'a vu à la fois sur les jeunes avec les marches pour le climat, l'intérêt de l'écologie, l'importance de cette réflexion autour de l'écologie, et puis des victoires aussi, hein, sur des grandes villes qui sont passées aux mains des écologistes. Bon, je suis de l'Isère, donc nous, ça avait déjà été le cas en 2014 avec Grenoble, mais Lyon, on a eu Marseille avec un large rassemblement. Donc, se dire que ça ne se concrétise pas et qu'on n'ait pas de groupe écologiste à l'Assemblée, et notamment et au Sénat, c'est vrai que c'était de toute façon une anomalie. Donc, je pense que cette anomalie-là est réparée. On a pu constituer ce groupe, sachant qu'au Sénat, la limite pour avoir un groupe est de 10 personnes, on est 12. Donc, on a pour le coup un groupe solide. Et puis, l'importance, je pense que cette manière peut-être d'appréhender les choses, pour moi, c'est une force supplémentaire à gauche. C'est-à-dire que cette vision, ce qu'on dit souvent, hein, c'est d'avoir ce cœur écologiste et ce cap sur l'écologie, mais avec cette boussole sur la justice sociale. C'est aussi, je pense, quelque chose qui est important, c'est de lier justement l'écologie et le social et d'avoir ça au sein du Sénat. Et moi, je trouve qu'on l'a déjà vu. C'est-à-dire que c'est plutôt, comment dire, ça permet aussi aux autres groupes de se motiver, qu'on se motive ensemble et que ça tire plutôt tout le monde vers le haut parce que on amène chacun des choses différentes, mais pour le coup très complémentaires. Et ça, je pense que c'est assez important. C'est vrai qu'on a vu, par exemple, que les trois groupes de gauche ont pris, que ce soit les socialistes, ont souhaité mettre dans leur nom l'écologie. Le groupe communiste républicain citoyen et écologiste, c'était déjà le cas quand on était arrivé il y a 3 ans. Donc on voit bien que cette idée de l'écologie, elle est au cœur de la gauche. Et je pense que, alors on aurait pu se dire, hein, pourquoi on ne fait pas un grand groupe, pourquoi on n'a pas construit tout de suite en fait un groupe de rassemblement de la gauche. Je pense que, c'était pas c'était trop tôt de toute façon. Je pense qu'il y avait une nécessité, en tout cas, d'avoir cette étape et de marquer ça par ce nouveau groupe. Et puis après, c'est de mettre aussi, et c'est l'intérêt de ce groupe au Sénat, au Sénat, on a l'habitude quand même d'avoir plutôt travaillé dans la recherche de consensus, de travailler de manière beaucoup plus large peut-être qu'à l'Assemblée nationale avec d'autres groupes. Et là, je pense qu'on peut arriver à constituer, à travailler de manière beaucoup plus proche
avec les trois groupes de gauche. C'est déjà ce qu'on a fait, puisqu'on a déjà fait à la fois des rencontres, on est déjà intervenu sur les deux textes sur les néonicotinoïdes, texte sur la recherche, où il y a eu des dépôts des saisies du Conseil constitutionnel. C'est quelque chose qui a pu se faire parce que le Parti socialiste, puisqu'il faut 60 parlementaires, a cette possibilité d'avoir 60 parlementaires, mais on l'a travaillé, on l'a fait ensemble et on s'est associé avec les socialistes, avec le groupe CRCE. Et donc, c'est voilà, des réflexions qu'on peut avoir comme ça, communes, et qui peuvent faire avancer les choses. On l'a vu aussi sur le projet de loi de finances, mais sur d'autres textes. Le fait d'avoir comme ça des interventions, souvent avec des axes qui peuvent être un petit peu différents, mais quand il y a un communiste qui intervient, un socialiste, une personne du groupe écologiste solidarité et territoire, on a forcément plus de force, on arrive à pousser collectivement des idées. Donc, je pense que c'est important. Et puis, pour moi, c'est aussi une réflexion à avoir et une base qu'on peut avoir sur l'avenir. On est dans une période qui va être très, je dirais, chargée, puisque au-delà du contexte sanitaire, on va avoir des élections départementales, régionales, présidentielles. Donc, on a toute une séquence. Et je pense que le Sénat et la constitution de ces groupes au sein du Sénat peuvent permettre de créer justement des liens, peut-être de faciliter des liens dans la construction d'un rassemblement de la gauche et des écologistes, qui est, on l'a vu, on a cette responsabilité qui me paraît indispensable. Et pour moi, c'est en tout cas un premier pas, en tout cas une base qui peut permettre de faciliter les choses. Je ne dis pas que ça sera facile, parce qu'on voit qu'on a encore un petit peu de chemin à faire, mais ça peut vraiment permettre ça. Et c'est vrai qu'on en a discuté avec les autres présidents de groupe en se disant, oui, c'est vrai que c'est un lieu qui peut permettre ces échanges à la fois d'apaisement et de facilitateur, en fait, sur un rassemblement plus large, quoi. Donc tu disais l'écologie, elle est au cœur du projet de gauche, elle est aussi au cœur de l'actualité. On en parle aujourd'hui tous les jours. Tu parlais tout à l'heure du projet des lois de finances qui était en débat au Sénat, sur lequel vous avez porté des amendements. On a aujourd'hui la présentation de la loi qui va être issue des travaux de la Convention citoyenne. Et pourtant, on voit que malgré tout ce que dit Emmanuel Macron, il a redit l'autre jour qu'il n'avait pas de leçon à recevoir sur le bilan écolo de son gouvernement, qu'il avait fait plus que tous les autres. Et pourtant, on a des alertes de plus en plus sérieuses. Moi, j'ai envie de te poser une question. Qu'est-ce qu'il faudra comme élément déclencheur pour qu'enfin les décideurs politiques ils prennent compte de l'urgence? Parce que celui qui suit un peu l'actualité, il regarde n'importe quel rapport. On prend le journal du Monde de cette semaine qui dit qu'il n'y a jamais eu autant d'incendies dans les forêts, que les mers augmentent, mais on a l'impression que malgré toutes ces alertes qui sont unanimement partagées par la communauté scientifique, mais il n'y a pas de choix qui bouge et pire, on prend des décisions à l'encontre de ce qu'il faudrait faire. Je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. Moi, je me suis fait la réflexion ce matin dans le train, puisque je crois que j'écrivais un tweet, ou voilà, en tout cas, sur cette journée mondiale du climat, puisque c'est aujourd'hui. Et je me faisais la réflexion, quand je suis arrivé au Sénat, il y a 3 ans, on avait le rendu du rapport du GIEC. Et donc, moi, j'étais en commission d'aménagement du territoire et développement durable. On a eu cette présentation-là très, très, très fournie, très large. On a pu travailler sur ces questions-là. Et ce qui m'avait frappé déjà là, c'est de dire, en fait, toutes les solutions, on les a. Toutes les solutions, on les connaît. Il y avait un aspect très, je dirais, très grave et très inquiétant, c'était la situation, puisque la situation, elle était connue et elle était particulièrement grave, quoi. C'est-à-dire, en gros, si on ne fait rien, on va dans le mur, et même plus que ça. Donc, tout ça était bien établi, était très clair. Et puis ensuite, il y avait, voilà, il y a de l'espoir, rien n'est perdu, mais par contre, il va falloir y aller, il va falloir prendre des décisions, il va falloir agir. Et par contre, coup de chance, c'est que les solutions, on les connaît. On les a et on sait ce qu'il faut faire. Et il suffit de lire ce rapport du GIEC, on a vraiment toutes ces solutions qui sont données. Et moi, je me souviens aussi qu'ils avaient beaucoup appuyé sur le fait de dire c'est les décisions qu'on prendra tout de suite aujourd'hui. Donc ça, c'était il y a 3 ans. Et qu'on prendra même dans l'année et dans les 2 ans à venir,
qui seront les plus importantes parce que chaque décision, plus on attend, chaque décision sera compliquée à prendre et aura un effet beaucoup plus loin. Et c'est-à-dire que les degrés qu'on aura pris entre-temps, on ne les perdra pas. Et là, on sait qu'on a déjà pris un demi-degré et que on ne le perdra pas et que ça nous repousse encore, quoi. Et donc, on est vraiment dans cette urgence. Et ce qui est je dirais, désespérant, c'est de voir que on a un gouvernement, on a un président de la République. Moi, j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron, il court après, il essaye d'être écologiste, il essaye de se donner cette image. Je pense qu'en fait, profondément, il ne l'est pas, quoi, et il n'y arrive pas, quoi. Il y a cette espèce de blocage. Je pense que c'est pas dans sa manière d'être, hein, ce qui ne m'étonne pas non plus, parce qu'avec une vision très, très libérale du monde, très libérale de la société, c'est clair que ce n'est pas compatible. Mais on pourrait se dire que sur certains points, OK, il y va, parce que c'est vrai qu'on peut avoir une vision libérale et puis se dire on peut pousser sur certains aspects, même si ça ne suffit pas. Mais là, même là-dessus, je dirais qu'on est mauvais. Enfin, il est mauvais et le gouvernement est mauvais. Et on perd comme ça énormément de temps. Et c'est vrai que pendant longtemps, on a dit que c'était la politique des petits pas. Après, ça a été les pas de côté. Et maintenant, je dirais qu'on n'avance plus du tout et même on recule parce que là, maintenant, on est vraiment sur le grand renoncement. On a vu ces annonces sur le glyphosate, qui était une promesse. Moi, je me souviens des débats au Sénat quand on a discuté du texte sur le glyphosate, où on nous disait très clairement, en nous disant mais vous ne faites pas de soucis. Ils ne voulaient pas qu'on le mette dans la loi parce qu'il fallait faire confiance au président de la République. Le président de la République l'avait dit, il n'y avait aucun souci. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui où il nous dit que il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Pourtant, encore une fois, on pourrait dire sur le glyphosate, c'est compliqué. Bien sûr que c'est compliqué. Bien sûr qu'il faut accompagner les agriculteurs, les paysans et que c'est indispensable. Mais encore une fois, les solutions, on les connaît. On sait vers quoi il faut aller. On sait comment il faut accompagner. Et on sait que oui, il faut du temps. Mais ce temps-là, on l'a eu. On a eu 3 ans déjà qui se sont passés. Rien ne s'est fait. Et donc, on nous repousse. On a la même chose sur les néonicotinoïdes. On a eu le texte. Je sais que moi, j'ai particulièrement énervé de Normandie sur cette question des néonicotinoïdes, ce qui était d'ailleurs amusant, entre guillemets, c'est que je l'ai énervé. Pourquoi? Parce que j'ai réutilisé les mots de Barbara Pompili quand elle était au gouvernement et le gouvernement précédent et quand elle a fait passer ce texte-là, en disant on ne pourra pas dire à nos enfants qu'on ne savait pas. Et c'était ces mots. C'est-à-dire qu'on sait qu'un produit est dangereux, qu'il est dangereux pour les sols, qu'il est dangereux pour la biodiversité, qu'il est dangereux pour les paysans eux-mêmes et pour la vie en général, et pour nous, on le sait, on le connaît. Sur les néonicotinoïdes, c'est 1222 études, et il en sort encore qui nous disent que c'est dangereux, mais on décide de poursuivre, de continuer. Alors on nous dit non, mais c'est dans un temps très limité. On voit bien que pour le glyphosate, c'est ce qu'on nous avait dit, et puis on continue encore comme ça. Donc en fait, il n'y a aucune volonté, et ça, c'est des exemples, mais on le retrouve sur tous les aspects. On peut prendre le bilan sur la rénovation thermique. Sur la rénovation thermique, on voit bien qu'on a un bilan catastrophique et désastreux. En fait, ça n'avance pas. Les passoires thermiques, on est toujours au même point. Et là, pour le coup, on a quelque chose. Moi j'aurais même envie de dire, allez, s'il y a un truc à faire, si le gouvernement à la rigueur, allez-y. Je veux dire, là, on a de l'argent. On a, avec ce plan de relance qui a été un peu éparpillé, allons sur la rénovation thermique. Ça a un effet sur l'écologie, sur la consommation d'énergie, sur la pollution. Et en plus, ça a un vrai effet sur le pouvoir d'achat des gens, sur leur confort de vie. Donc, on a vraiment là un effet, on a tout intérêt, on n'a rien à perdre. Et en plus, on a aussi des retombées économiques pour les entreprises, pour les artisans. Voilà. Et même plus loin, parce que sur la rénovation thermique, on peut réfléchir aussi à la relocalisation des matériaux, donc aux matériaux biosourcés, le lien avec l'agriculture. Enfin, il y a toute cette réflexion, toute cette filière où on a quelque chose de totalement vertueux qui peut se mettre en place, même là, même avec quelque chose de logique, et même sous un regard, je dirais, libéral, on pourrait l'avoir. On pourrait se dire, voilà, on va y aller à fond, on va booster l'économie de cette manière-là, et puis voilà. Même sous un regard libéral, ça pourrait fonctionner. Et même là, on n'y va pas.
On nous invente encore sur le financement de la rénovation thermique, on nous a inventé encore sur les territoires des nouveaux contrats. Il y avait des contrats de transition écologique, maintenant c'est des contrats, je ne sais même plus le nom, parce qu'en fait, il y en a un à chaque fois, ce qui brouille complètement les pistes. Les territoires, les collectivités s'organisent, sont prêtes. Souvent, c'est elles qui font les choses, qui font bouger les choses, parce qu'il y a des territoires qui sont très en avance, mais voient aucune lisibilité. Donc voilà, je pense que toute la problématique, elle est là, quoi. C'est qu'en fait, à chaque fois, on a les solutions, on sait ce qu'il faut faire. Jusqu'à présent, on nous disait, mais il n'y a pas d'argent. C'est compliqué, on n'a pas d'argent. Même maintenant, ça, c'est plus vrai, puisque on a vu que l'argent tombait du ciel et que voilà, il suffisait de l'utiliser. Et donc, c'est vrai que c'est un peu incompréhensible, un peu désespérant, même très désespérant quand on voit les débats là, qu'on a pu avoir sur le projet de loi de finances, quand on voit ce qui se passe avec la Convention citoyenne aussi et toutes les propositions qui sont faites, parce que c'est vrai qu'on a un peu du mal à comprendre quoi, cette inaction. Et puis, c'est vrai que moi, ce qui m'inquiète, c'est que la crise sanitaire, la crise économique a complètement évacué, mis de côté, alors peut-être de manière très volontaire d'ailleurs, cette crise climatique. Et une crise, hélas, n'en efface pas une autre, quoi. Et la crise climatique qui était là, le réchauffement climatique qui, lui, n'attend pas, ces problématiques sont toujours là. Et ça, c'est totalement oublié, et c'est même devenu un prétexte. J'écoutais Barbara Pompili, j'écoutais Emmanuel Vargon, enfin plusieurs ministres qui commencent à avoir ce discours en disant oui, mais on est quand même dans une crise économique, sanitaire, il y a quand même des choses qu'il faut attendre, on ne peut pas les remettre en place, alors que c'est au contraire justement l'inverse. Si on ne veut pas perdre de temps, et même pour des raisons économiques, parce que ce qu'on ne fait pas maintenant, c'est des choses qui nous coûteront très cher dans les quelques années à venir. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment dans une espèce de quelque chose d'incompréhensible, quoi, parce que on sait quoi faire, on a les moyens, tout est là, mais on ne le fait pas. Donc, c'est vrai que quand on est des fois dans des débats au Sénat, ça peut être un peu désespérant. Mais c'est pour ça, c'est l'intérêt d'avoir un groupe et d'avoir la niaque et puis de continuer et d'y aller parce que je pense qu'on est dans le vrai, même certain. Tu as parlé d'Emmanuel Vargon et tu as parlé de la rénovation énergétique. J'aimerais que tu te fasses réagir sur quelque chose que tu as dénoncé sur Twitter. C'est une tribune qui a été signée, je crois, par 47 députés de la majorité présidentielle qui, sous couvert de défendre les propriétaires et de prendre un cas particulier qui est sûrement dramatique, veulent remettre en cause la trêve hivernale. Alors, c'est quoi? C'est erreur de timing et erreur de fond ou c'est vrai? Cette tribune, elle est vraiment choquante, non? Moi, c'est vrai que ça m'a. Je me demandais comment c'était possible. Je me suis dit non, il y a une erreur. Alors, oui, il y a tout. Il y a à la fois, je pense, l'erreur de timing, il y a le fait maintenant, en plein hiver, justement, de s'attaquer là-dessus. Alors, quand on lit, bien sûr que ce n'est pas une remise en cause totale de la trêve hivernale, mais c'est s'appuyer sur un élément très particulier, puisque je crois que c'est à Marseille, en fait, une propriétaire en fait qui avait laissé et qui veut pour le coup récupérer son appartement et qui peut pas et donc qui se retrouve sans logement. Mais je dirais pour un cas particulier qui en plus a des solutions. Enfin, on a en arrivé à écrire une tribune avec 47 parlementaires pour se dire en fait la priorité justement elle est là, il faut vraiment qu'on protège les propriétaires pendant l'hiver sur la location de leur appartement. C'est, je dirais, pour le moins très gonflé mais voire totalement scandaleux et honteux, quoi. Donc, c'est vrai que je ne comprends pas comment on ait pu avoir même cette idée-là, quoi. Parce que c'est vrai que on a quand même, et moi, ça, c'est quelque chose qui m'inquiète, une situation sociale, psychologique actuellement dans notre pays qui est très, très complexe. Un mélange, je dirais, de colère, je ne sais pas tellement comment le définir, mais à la fois sur ces questions sanitaires, parce que c'est vrai que c'est pesant pour tout le monde, de se balader avec un masque, l'absence de lien social, elle affecte tout le monde, et puis l'absence de visibilité aussi, parce que c'est vrai que, et ça, pour le coup, c'est la faute à personne, mais on est dans une situation où là, on ne sait pas si on va avoir un déconfinement, on ne sait pas s'il va y avoir une troisième vague, on ne sait pas comment
on va sortir de là. Donc, il y a un aspect très anxiogène dans notre pays. Et je pense que ça, il faut réellement en tenir compte et faire particulièrement attention à tout ce qui peut justement cliver. Je pense qu'on a clairement besoin de sérénité. Je ne parlerai pas d'union nationale parce que ce n'est pas forcément ça, mais en tout cas, on a cette crise sanitaire où il faut pour le coup qu'on soit quand même un peu unis et cette union, en fait, ce travail qu'on aurait à faire collectivement, il ne se décrète pas et il se construit. Et jusqu'à présent, ce n'est pas ce qu'a pu montrer le gouvernement. Bien, de la même manière, on parlait de la trêve hivernale et de cette tribune particulièrement choquante, mais le fait qu'on ait eu l'idée à un moment donné de dire tiens, on va remettre maintenant sur la table la question des retraites, c'est quand même totalement dingue de se dire là, justement, dans la tension que peut avoir le pays, on sait l'impact que peut avoir cette réforme. Je ne parle même pas du fond, hein, mais sur ça paraît complètement fou qu'on ait pu penser ça. Bon, pour le coup, Emmanuel Macron est quand même revenu là-dessus et je pense a peut-être quand même compris qu'il fallait faire attention. Mais même sur le texte sécurité globale, la manière d'appréhender les choses, de mettre les choses sur la table, on n'est absolument pas dans une volonté à la fois d'apaisement, de sérénité pour aborder cette période particulièrement délicate. Et là, je trouve qu'il y a pour le coup une grosse responsabilité à la fois du président et à la fois du gouvernement. Alors, on va finir là-dessus, c'est peut-être pas la question la plus simple. Tu parlais tout à l'heure de l'intérêt d'avoir trois groupes de gauche différents au Sénat pour créer des ponts. On a une échéance politique majeure, l'élection présidentielle. On voit bien aujourd'hui qu'elle est dans l'agenda et tout le monde ne parle que de ça. On a des Jean-Luc Mélenchon qui se déclare. Fabien Roussel, pour les communistes, a dit hier qu'il était disponible et qu'il réfléchissait à y aller. Chez les Verts, Yannick Jadot dit qu'il trépigne d'impatience. Donc on est déjà en train de parler de rassemblement et on a déjà les candidatures qui se mettent en place. Donc comment on va arriver à franchir cette étape-là? Parce qu'on sait que la gauche, elle se fracasse à chaque fois là-dessus. C'est-à-dire, le rassemblement, il est évident, mais ça sera derrière moi. Et au final, on a des candidatures et puis on laisse le pouvoir aux autres. Donc, c'est ça. Comment on franchit cette étape-là? On peut le voir de différentes manières. Il y a déjà un préalable, c'est qu'on ne gagnera pas cette présidentielle vu le fonctionnement de nos institutions et voilà, si on n'est pas rassemblé. Ce n'est pas suffisant, mais en tout cas, c'est vraiment nécessaire d'être rassemblé puisqu'on est dans un système où il faut faire, je sais pas, 25% au premier tour. En tout cas, pour l'instant, on ne voit pas comment qui est en capacité que ça soit organisation politique, gauche écolo ou personnalité, arriver à porter ça. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Je pense qu'il y a une double responsabilité. Il y a à la fois, bien sûr, gagner et remporter cette élection, mais il y a déjà aussi cette responsabilité, je dirais, démocratique, c'est de présenter un vrai deuxième tour à nos concitoyennes et à nos concitoyens. Et quand même, le fait d'arriver, d'avoir potentiellement 25%, l'alternative, c'est quand même de pouvoir éjecter le Front National et d'avoir un vrai deuxième tour. Et je trouve qu'il peut être, pour le coup, très intéressant en termes idéologiques, en termes de bataille d'idées entre le discours de Macron et puis ce que nous, on peut apporter et ce qu'on peut opposer. Donc, je pense que ça serait réellement utile au pays, même quel que soit d'ailleurs le résultat. Mais le fait qu'on puisse permettre ce débat-là et ce qu'on n'a pas eu depuis très longtemps quand même dans notre pays, en fait, hein, parce qu'avec cette alternative, avec à chaque fois le Front National qui vient tuer en fait cette élection, on coupe totalement le débat politique, ce qui fait d'ailleurs peut-être la raison, enfin une des raisons, parce que je pense que c'est pas la seule, du désintéressement de beaucoup de nos concitoyens, pas sur la politique, parce que ce n'est pas un désintéressement de la politique, mais sur les élections et sur le lien aux élus, quoi. Donc ça, je pense qu'on a cette responsabilité collective là-dessus. Après, moi, le fait qu'il y ait plusieurs candidats qui se déclarent, je dirais qu'à la rigueur, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque en fait, ça veut dire qu'on a un potentiel, qu'on a des personnalités, qu'on a des gens qui sont capables de porter ça, en plus avec des personnalités très diverses, avec des qualités importantes. Donc, je dirais, il vaut mieux me le prendre comme quelque chose de positif. Ça me paraît plutôt normal et naturel que chacun en ce moment se positionne et montre qu'il existe. Après, à côté de ça, moi, il me semble qu'on doit
toujours travailler sur le projet, sur ce qu'on peut proposer et quelles alternatives on peut proposer. Et ça, quoi qu'il se passe, continuer à le travailler de manière croisée avec les différentes organisations, sans oublier aussi l'apport citoyen, parce que je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie ça. On a l'importance des organisations politiques qui, en plus, chacune fait un travail très important, qui en plus localement souvent travaillent ensemble, ont déjà avancé énormément d'idées et sont déjà en capacité de travailler ensemble. C'est vrai que sur l'Isère, Grenoble, ça a été déjà en 2014 une liste qui allait de la France Insoumise, Europe Écologie, avec un spectre très large, mais même dans l'équipe actuelle jusqu'au PS. Donc on voit qu'on est en capacité de le faire. Moi, je suis issu d'une liste sénatoriale où on a ce spectre-là aussi très, très large et qu'on continue à faire vivre. Donc, on sait que ça peut fonctionner à condition que, justement, on se concentre sur le projet, qu'on arrive à travailler sur ce projet, que chacun puisse apporter sa spécificité. Ce que je disais, nous, sur l'intérêt d'un groupe au Sénat, c'est ça, c'est aussi d'apporter cette peut-être autre angle de vue qu'on peut avoir que par rapport à d'autres groupes de gauche. Et inversement, je pense que les communistes, sur toute la question sociale, peuvent apporter beaucoup. De la même manière, les écologistes, sur toutes les questions d'environnement, mais pas que, peuvent aussi apporter en tout cas une autre manière de voir les choses. On sait qu'on a des divergences, pour la plupart on les connaît, pour moi qui sont loin d'être insurmontables, à condition qu'on les assume et qu'on ose les mettre sur la table, quoi, et qu'on ose se dire, oui, là, on n'est pas d'accord, et comment on construit un projet autour de peut-être ces désaccords, mais je dirais de toute façon des désaccords, on en a même dans des organisations politiques, on en a, si on regarde les désaccords qu'il peut y avoir à droite, ou même les désaccords qu'il peut y avoir chez En Marche, alors même si c'est très bien rangé, mais en tout cas, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Donc, pour moi, il ne faut surtout pas se laisser distraire, et là je parle au niveau des organisations politiques, par les personnalités qui jouent leur rôle, qui se positionnent, mais travailler sur le projet, mener des initiatives, et il y en a plein en plus qui existent, avec ce lien et ce travail avec les citoyens, construire un projet, et puis pour moi, viendra le temps de savoir qui est la personne qui peut le mieux incarner ce projet-là. Bien sûr qu'il y aura la question des égos, la question de comment on fait exister, comment chaque organisation politique peut exister. Je pense que si on est responsable, que si on a un programme qui tient la route, qui est une vraie alternative, qui est construit justement collectivement, on devrait être en capacité de se dire collectivement, voilà, on a peut-être une femme, un homme qui va peut-être mieux nous représenter, et c'est peut-être cette personne-là. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a les deux choses. Moi, ça ne m'inquiète pas trop pour l'instant que chacun se dévoile. En plus, on sait qu'on risque d'avoir aussi des primaires en fonction des organisations, etc. Ça sera justement l'occasion de refaire du débat. Le seul risque, ça soit qu'on en oublie le travail en commun, et que, en gros, chacun parte dans son coin et qu'on en oublie ce travail sur le projet et sur qu'est-ce qu'on peut proposer comme alternative commune. C'est le risque que je vois. C'est sûr que ça serait une grande déception qu'on n'y arrive pas et qu'on se retrouve à 2-3 candidats à gauche et puis que pour le coup, on soit, comment dire, dans l'obligation, enfin en tout cas, de se dire, de toute façon, c'est perdu. C'est peut-être aussi, vu la situation, vu la responsabilité qu'on a, vu, je dirais, on n'a pas tellement d'autres alternatives, on devrait du coup y arriver et faire passer à la fois ces questions d'ego, ces questions de et que pour que tout le monde arrive à s'y retrouver. En tout cas, moi, j'y crois vraiment, parce que je me dis que, bien sûr, c'est pas simple, bien sûr que ça demande beaucoup de travail, mais c'est possible. Je l'ai dit, ça existe dans beaucoup de territoires, et ça fonctionne, parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais ok, mais ça fonctionne, c'est facile de se mettre ensemble, mais après, une fois qu'on travaille, l'exemple de Grenoble se poursuit et avec en plus un beau résultat, et s'est poursuivi justement dans ce cadre de rassemblement. Donc, on voit que ça marche. Et puis surtout, et ça, je pense qu'il faut qu'on l'ait réellement en tête, c'est une vraie attente de nos concitoyens. C'est vraiment une attente
quand les jeunes, par milliers, voire millions, vont dans la rue justement sur ces questions climatiques, c'est quand même fou de voir. Déjà, là, la jeunesse, quand on dit que la jeunesse ne s'implique pas, bah si, je veux dire, là, elle est dans la rue, avec des publics très, très variés. Et ce qu'ils veulent, c'est justement, on a besoin d'une alternative. On a vu que Macron, il n'était pas écologiste. On a vu que ça avançait pas. Ça y est, je veux dire, si on avait besoin de preuves maintenant, justement, on n'a plus besoin, quoi. On le sait. On sait qu'on n'ira pas plus loin avec ce gouvernement. On sait que ça ne fonctionne pas. Et on sait que c'est même un danger pour nous, même pour la planète, de continuer dans cette voie-là. Donc, on a besoin de cette alternative. Et je pense que c'est ce que nous disent les jeunes quand ils vont dans la rue. C'est ce qu'on a pu voir aussi à travers les élections municipales, c'est que où est-ce que ça a gagné? C'est pas quand que ce soit Europe Écologie était toute seule ou quand telle ou telle organisation partait tout seul. C'est pas non plus quand il y avait juste un rassemblement comme ça. C'est quand on avait construit un projet ensemble, qu'il était porté ensemble et qu'on avait justement cette unité. Je trouve par exemple l'exemple de Marseille, pour moi, a été assez intéressant parce que c'était loin d'être évident. Ça a été assez complexe à mettre en place, mais ça s'est fait. Et pour le coup, ben, c'est une belle victoire pour cette ville qu'on avait grandement besoin. Donc, voilà, moi j'y crois parce qu'il y a cette attente-là. On parle beaucoup en ce moment du manque de participation. Hein. On a parlé du vote par correspondance, etc. En faisant croire qu'on pourrait régler, voilà, que les gens ne vont pas voter juste parce que c'est compliqué ou parce que ça prend du temps, etc. Moi, je pense totalement l'inverse. En fait, la question, c'est que les gens ne vont pas voter à un moment donné parce que, oui, ils sont écartés de la politique. Et encore une fois, ils ne se sont pas écartés de la pensée ou de ce qu'ils souhaitaient, c'est qu'à un moment donné, ils n'y croient plus parce que justement, on n'a peut-être pas été à la hauteur jusqu'à maintenant, quoi. Et ça, il faut qu'on l'ait en tête. Moi, je suis persuadé que si on arrive à faire en sorte qu'on a un vrai deuxième tour avec des vrais choix politiques, avec voilà, un vrai débat politique dans notre pays, moi, je suis persuadé qu'on aura 70% de votants au présidentiel, voire plus. Voire plus, oui, sans problème, quoi. Donc voilà, ça, moi, je pense que cette responsabilité qui est vraiment à plein de niveaux, quoi, sur même, je dirais même quasi l'avenir de notre démocratie, parce qu'on en est quand même là, quoi, hein, quand on voit la défiance qu'il peut y avoir sur le monde politique, même le risque, c'est loin d'être le cas encore, mais le risque de perte d'espoir, quoi, de se dire, bon, de toute façon, voilà, on n'y arrivera pas, en tout cas, on n'y arrivera pas comme ça. Bah, le risque, c'est que quand la démocratie ne peut plus rien apporter, quand le politique ne peut plus rien apporter, quand les gens pensent que ce n'est pas par là qu'on peut changer les choses, ben, le risque, c'est que c'est du coup par la rue, c'est par la violence, c'est par voilà. Donc, on a aussi cette responsabilité-là. Et j'espère du coup que l'ensemble je dirais des leaders politiques ont aussi ça en tête, quoi. Et que voilà, ils comprennent ce temps-là de la réflexion et de se dire, moi, je pense qu'il faudrait qu'on se donne en tout cas cet objectif. Ça ne me gêne pas que chacun se mette en avant et puis y aille et propose parce que c'est plutôt même sain, mais de se dire en objectif, de toute façon, il n'en faudra qu'un à la fin ou qu'une et qui porte ce projet collectif, quoi. J'espère qu'on y arrivera. En tout cas, moi, c'est vraiment dans cet axe-là que je travaille et c'est aussi comme ça sur le groupe Écologie, Solidarité et Territoire qu'on a aussi envie de se positionner. C'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a un groupe qui a aussi sa diversité, même si on a une structure très forte avec des élus Europe Écologie Les Verts, hein, et donc voilà. Mais on a aussi d'autres élus, puisqu'il y a Sophie Taillé-Poyan sur Génération. On a des élus qui sont plus encartés, en tout cas, qui ne sont plus adhérents à ELV. On a tous ce point commun sur voilà, l'écologie et le lien avec le social et l'écologie. Et on pense que c'est vraiment ce projet de société qui peut
voilà, qui peut sortir notre pays et puis qui peut participer à faire en sorte que justement le monde change. Donc on a ça en commun, mais on a aussi cette diversité-là et je dirais, c'est pas de la prétention, mais en tout cas de se dire que à notre niveau, on peut aussi participer en lien avec les autres groupes de gauche à ce rassemblement, en tout cas à ce que les conditions de ce rassemblement puissent être le plus facile possible, quoi. Merci Guillaume pour nous avoir accordé ce moment et bon courage dans les futures batailles que vous allez mener avec votre nouveau groupe au Sénat. Eh ben, merci à toi et puis très bientôt.